Bonjour à tous, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. Et donc je vais vous parler d'océans, je vais vous parler des écosystèmes océaniques et puis on va se concentrer sur les impacts du changement climatique. Donc je vais commencer par vous parler du changement climatique. Peut-être un petit mot d'introduction pour vous dire que la plupart des figures, des graphiques, du matériel que je vous propose aujourd'hui sont des figures du matériel public qu'on trouve en grande partie dans les rapports du GIEC, dans lesquels un point est fait sur les impacts du changement climatique et en particulier sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins. Donc pour ceux que ça intéresse, pour trouver encore plus de matériel, dans le dernier rapport d'évaluation du GIEC, si vous allez dans le rapport du groupe 2 qui s'intéresse aux impacts et aux solutions d'adaptation, vous trouverez un chapitre sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins, un chapitre auquel j'ai participé et où vous trouvez un résumé de ce qu'on sait aujourd'hui de ces impacts, mais de ce qu'on sait aujourd'hui des potentielles solutions d'adaptation pour aider ces écosystèmes ou pour aider les sociétés humaines qui utilisent ces écosystèmes à mieux s'adapter au changement climatique. Et donc je vous laisserai évidemment ma présentation, où vous avez une partie de ces figures, mais vous en trouvez beaucoup d'autres dans les rapports du GIEC. Donc je commence, parce que je parle du changement climatique, je commence avec ces figures très célèbres qui vous montrent finalement le changement climatique. Sur la droite, vous avez cette série temporelle de la température globale à la surface de la planète depuis 1850. Vous savez, c'est cette anomalie de température reconstruite à partir des mesures directes, à partir de stations météorologiques qu'on est capable de compiler, d'agréger à l'échelle mondiale pour calculer la température moyenne du globe. Et ce que vous avez ici sur la droite, c'est l'évolution de cette température en anomalie depuis ce qu'on appelle le pré-industriel, donc depuis 1850-1900, avec ce chiffre qui maintenant est même dépassé, de plus 1,1 degré par rapport au pré-industriel. C'est là où on en est, vous savez, plus très loin des objectifs de l'accord de Paris à 1,5 degré ou 2 degrés. Et ce que nous dit ce graphe, c'est que ce réchauffement, qui atteint aujourd'hui 1,1 degré depuis le pré-industriel, il est inédit, il est très inhabituel quand on le compare à ce qu'on est capable de reconstruire depuis les 2 derniers milliers d'années. C'est ce que vous avez sur la gauche ici. La reconstruction des températures depuis 2000 ans avec un léger refroidissement au cours du 2e millénaire et puis ce réchauffement abrupt au cours des 150 dernières années qui, comme vous le savez tous, est évidemment lié à l'activité humaine. Alors, j'utilise ces données ici, ces données de température, pour vous montrer à l'échelle régionale, quand on compare continent et océan, comment cette augmentation de température se distribue à l'échelle mondiale. Donc vous avez ici les mêmes données, toujours en anomalie de température, depuis 1884, et donc on va regarder cette courte vidéo qui vous montre les anomalies de température à l'échelle mondiale. Depuis 1884, les années défilent en bas, et donc on voit beaucoup de variabilité liée à la variabilité naturelle, des zones plus chaudes, des zones plus froides en fonction des années, en fonction des événements climatiques naturels comme les événements El Niño. Mais ce qu'on voit très clairement à partir des années 70, c'est l'accélération du réchauffement, un monde qui se réchauffe quasiment partout. Et quand on zoome ici sur la fin de cette petite vidéo en 2013, on voit un monde plus chaud, on voit surtout un monde plus chaud sur les continents, avec une augmentation de température qui est donc largement supérieure à ce chiffre global de 1,1 degré. On voit des hotspots du réchauffement climatique, en zone arctique en particulier, qui se réchauffent aussi très vite. Et puis on voit que l'océan se réchauffe un peu moins vite que le reste. Et en particulier dans l'océan, on reviendra là-dessus, vous avez des zones qui se sont même potentiellement refroidies sur cette période-là. On essaiera de comprendre en quoi ces modifications de température vont affecter les écosystèmes océaniques et comment ces modifications de température vont indirectement affecter les conditions d'habitabilité dans l'océan. Donc je continue à vous parler du climat de façon très générale et introductive. En parallèle de l'augmentation de température, on mesure et on met en évidence une augmentation forte des concentrations de gaz à effet de serre. Et ici, je vous montre peut-être la plus célèbre des séries temporelles de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est celle du CO2 qui est enregistrée en continu depuis 1958 à Mauna Loa, sur l'archipel d'Hawaï. C'est la plus célèbre des séries temporelles parce que c'est la plus longue continue qu'on ait à disposition. Tous les mois, depuis 1958, le CO2 a été mesuré à Mauna Loa. Et cette série temporelle, elle a été mise en place par un scientifique américain célèbre, Charles Keeling, qui est mort il y a quelques années. Et quand on voit cette courbe-là, on parle de la courbe de Keeling. Et donc ce que nous montre cette série temporelle du CO2, c'est cette augmentation forte. On est passé de 315 parties par million en 1958, on a dépassé
les 420, on a quasiment dépassé les 420 en 2022. Et évidemment, cette augmentation du CO2, elle est liée aux émissions de carbone liées à la combustion des énergies fossiles, qui aujourd'hui sont de l'ordre de 10 milliards de tonnes de carbone depuis 2021. Donc pour la température, j'ai été obligé de reconstruire une température globale en mélangeant des données de plein de stations météorologiques réparties à l'échelle du monde. Pour le CO2, en fait, une seule série temporelle nous informe sur l'augmentation, parce que le CO2 est très bien mélangé dans l'atmosphère, parce qu'il a une longue durée de vie. Et donc juste avec Mauna Loa, on a une trace symbolique et précise de cette augmentation du CO2, donc près de plus 30% depuis 1958. Et ce que les climatologues sont capables de faire, c'est évidemment le lien entre ces deux grandeurs, l'augmentation de température et l'augmentation de CO2. Et vous avez ici sur la droite une attribution du réchauffement ou une attribution de ce qu'on appelle le forçage radiatif, la façon dont le bilan énergétique de la planète a changé au cours des dernières dizaines d'années, en fait au cours des derniers 250 ans. Et vous avez ici le rôle des facteurs anthropiques, alors à la fois les gaz à effet de serre positifs, dont le CO2 est le principal en termes de réchauffement des décennies récentes, d'autres effets anthropiques refroidissants, en particulier le fait qu'on émette des particules, des aérosols dans l'atmosphère, ça a tendance à refroidir le climat. Et ici, vous avez le total des effets anthropiques et puis les effets naturels qui, sur cette période-là, sont quasiment nuls, que ce soit les éruptions volcaniques ou la variabilité naturelle intrinsèque du climat. Et donc, ce que dit le dernier rapport du GIEC, c'est qu'évidemment, le réchauffement est à attribuer à l'action de l'homme et principalement aux émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il dit de façon encore plus précise, c'est que 100% du réchauffement observé depuis le pré-industriel est à attribuer à l'action de l'homme. 100%. Donc on n'est plus dans probablement, très probablement, une grande partie, une majorité. Aujourd'hui, c'est 100% du réchauffement qui est attribué à l'action de l'homme, et dans ces 100%, une part importante est effectivement liée au CO2. Donc je vous parle du CO2 parce que c'est le principal gaz à effet de serre réchauffant dans la période récente, mais aussi parce qu'il a un lien très fort avec ce qui se passe dans l'océan, et je reviendrai là-dessus. Alors j'ai peu parlé de l'océan, j'ai un peu parlé des températures de l'océan, mais je vais revenir sur quelques épisodes récents qui nous montrent que l'océan réagit à ce changement climatique et que ces impacts, on les voit, on les observe dans le milieu marin et dans les écosystèmes marins. Donc un des écosystèmes marins sans doute les plus affectés par le réchauffement et le plus affecté par ces vagues de chaleur marine qui se répètent année après année, ce sont les récifs coralliens. Et donc vous avez ici en 2021-2022 les impacts de cette vague de chaleur marine qui a eu lieu dans l'est de l'Australie et qui a grandement affecté ces organismes coralliens, avec des épisodes de blanchissement très importants, et surtout le 4e épisode depuis 2016. Donc ces épisodes de blanchissement, ils se répètent année après année, à chaque fois qu'on a une nouvelle vague de chaleur marine. En 2021-2022, c'était un événement exceptionnel parce que c'était le premier épisode de blanchissement qui avait lieu pendant un épisode La Niña. En général, pendant ces épisodes La Niña, on a plutôt des températures plus froides que la moyenne. Et avec le réchauffement graduel important, même en épisode La Niña, on a eu un épisode de blanchissement. Et cette répétition des épisodes de blanchissement, évidemment, même si un épisode ne conduit pas automatiquement à la mort du corail, plusieurs épisodes qui se succèdent vont conduire à la mort du corail et au remplacement de l'écosystème par d'autres types d'organismes. Donc ça, c'est un exemple de l'autre côté de la planète. On a des exemples beaucoup plus près d'entre nous. C'est ici l'exemple de l'été 2022. L'été 2023 a beaucoup ressemblé à l'été 2022 avec une vague de chaleur marine en Méditerranée, des températures très élevées en Méditerranée occidentale, 3, 4, 5 degrés au-dessus des normales saisonnières, et des impacts importants, en particulier sur les organismes fixés, donc des coraux aussi en Méditerranée, gorgones, et puis des éponges et beaucoup d'autres types d'organismes que les scientifiques commencent à documenter. Donc en Méditerranée aussi, on est capable de montrer des taux de mortalité très élevés sur ces organismes en lien avec le réchauffement climatique et la multiplication de ces vagues de chaleur marine. Donc là, on est en été 2022. Certains d'entre vous, même sans doute un grand nombre d'entre vous, ont suivi les actualités climatiques de l'été dernier, avec des températures de surface absolument jamais vues, oui, dans l'océan. Ça, c'est des courbes que vous avez peut-être déjà vues, c'est les anomalies de température à la surface de l'océan, en moyenne globale, entre 60 degrés nord et 60 degrés sud, de janvier à décembre. Et puis, chaque ligne, c'est une année. Et donc, on voit le réchauffement graduel. On voit 2022 ici en rouge, et puis en rouge très foncé, c'est 2023,
avec pendant l'été 2023 des températures jamais observées à l'échelle mondiale dans l'océan de surface. Et ces températures jamais observées dans l'océan mondial en surface, elles se traduisent par une multiplicité de ces vagues de chaleur marine dont j'ai commencé à parler. Et donc ce qui s'est passé pendant l'été 2023, et ça a surpris les scientifiques, ce n'est pas 1, 2, 3 vagues de chaleur marine dans différentes régions du monde. C'est une multiplication de ces vagues de chaleur marine qui ont frappé à la fois la Méditerranée, comme je viens d'en parler, mais aussi l'Atlantique tropical, l'Atlantique Nord, le Pacifique Est, avec le démarrage d'un nouvel événement El Niño pour l'année prochaine, le Pacifique Nord et même une partie de l'Indien. Et donc on a eu en même temps 5, 10, 15 grandes régions qui ont été frappées par des vagues de chaleur marine avec des impacts sur les écosystèmes importants, comme on en parlera tout à l'heure. Donc on voit bien que l'océan, qui est un milieu immense, qui est un milieu avec une très forte inertie thermique, il est aussi frappé par le réchauffement, il est aussi frappé par des événements extrêmes, ces vagues de chaleur marine, qui à leur tour vont impacter les écosystèmes marins. Et donc ce rôle de l'océan comme finalement une victime du changement climatique, mais aussi ce rôle de l'océan comme un acteur du changement climatique, et j'en parlerai rapidement, il est reconnu depuis longtemps, il est discuté par les scientifiques depuis très longtemps, mais sa place dans les discussions politiques ont beaucoup changé ces dernières années. Alors elles ont changé dans cette interface entre science et politique, avec en particulier le rapport spécial du GIEC, de l'IPCC sur l'océan et la cryosphère, paru en 2019. Ça a changé aussi avec la place que prend l'océan dans les derniers rapports du GIEC. Je parlais du dernier chapitre sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins. Et cette place de l'océan, elle change aussi dans les discussions politiques lors des COP, avec des discussions sur la façon dont on peut mieux s'adapter aux changements qu'on observe dans l'océan, et puis des discussions aussi sur les solutions que peut apporter l'océan pour lutter contre le changement climatique. Et je reviendrai sur ces solutions à la fin de ma présentation. Alors quelques mots très généraux sur l'océan et sur son rôle dans le climat avant de me focaliser sur les écosystèmes océaniques. Donc oui, l'océan a un rôle clé dans le cycle de l'eau. Il contient 97% de l'eau contenue à la surface de la Terre, et via l'évaporation, la précipitation, au-dessus des océans, il joue un rôle majeur dans le cycle de l'eau et dans la distribution des précipitations à la surface de la planète. Pour le bilan énergétique de la planète, également, l'océan a un rôle majeur. Il contient en fait beaucoup plus d'énergie que l'atmosphère, près de 1000 fois plus que l'atmosphère. Pourquoi ? En raison de sa masse d'abord, mais aussi en raison de la chaleur spécifique de l'eau, qui est plus importante que celle de l'air. Et donc si on multiplie la masse importante de l'océan et la chaleur spécifique de l'eau, on arrive à une capacité thermique qui est plus de 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère. Donc on voit bien que sur les échelles de temps longues, c'est l'océan qui va dicter la danse, qui va absorber de l'énergie ou rendre de l'énergie à l'atmosphère, et qui va permettre en particulier d'atténuer le changement climatique. On en parlera tout à l'heure. Et puis enfin, troisième grand point qui me semble essentiel, l'océan c'est aussi un énorme réservoir de carbone. Il contient 50 fois plus de carbone que l'atmosphère, près de 40 000 milliards de tonnes de carbone, alors qu'il n'y en a que 750 dans l'atmosphère. Et là aussi, il échange des quantités importantes de CO2 avec l'atmosphère chaque année. Et vous le savez, je vous le montrerai également, il absorbe une part importante de nos émissions de carbone. Donc ça, c'est quelques ordres de grandeur pour nous mettre d'accord sur ce rôle clé de l'océan dans le système climatique. Alors si je suis un tout petit peu plus précis maintenant, oui, l'océan est une énorme machine thermique. Il peut absorber et relarguer de l'énergie vers l'atmosphère, mais il va transporter une grande partie de cette énergie entre l'équateur et les pôles, grâce à la circulation générale de l'océan que vous avez ici représentée de façon schématique. Si on s'intéresse à l'Atlantique Nord, vous avez des eaux froides qui vont plonger dans l'Atlantique Nord, qui vont circuler en profondeur vers les tropiques et qui sont en surface remplacées par des masses d'eau chaude qui, au contraire, vont se déplacer vers les pôles. Et donc ces grands courants marins, ils redistribuent une partie de l'excès d'énergie qui arrive à l'équateur vers les pôles. Et donc la circulation de l'océan elle-même est responsable en partie du gradient thermique entre l'équateur et les pôles. Sans océan, sans circulation océanique, on aurait un équateur beaucoup plus chaud, des pôles beaucoup plus froids. Donc on voit bien que l'océan, il est responsable non seulement en partie de la température moyenne globale du système, mais il est aussi responsable de la distribution de ces températures entre l'équateur et les pôles, parce qu'il redistribue l'énergie de l'équateur au pôle. Pour le carbone, enfin, j'ai déjà indiqué que l'océan était un énorme réservoir de carbone. C'est ce que vous avez simplifié ici sur la gauche. Et j'ai déjà dit qu'il échangeait chaque année
des quantités importantes de carbone avec l'océan, de l'ordre de 100 milliards de tonnes de carbone. Donc 10 fois plus que les émissions sont échangées chaque année entre l'océan et l'atmosphère. Et ces échanges, ils sont répartis de façon très inégale dans l'océan. Si aujourd'hui on est capable de mesurer ces échanges de CO2 à l'interface air-mer, voilà ce qu'on obtient. C'est ce que vous avez sur la droite. C'est une carte construite à partir d'observations de ces échanges de CO2 à l'interface air-mer qui vous montre que dans certaines zones, ici à l'équateur, l'océan perd du CO2 vers l'atmosphère en permanence. Et puis dans d'autres zones en bleu, c'est des zones puits où l'océan va absorber du carbone. C'est un cycle compliqué, le cycle du carbone dans l'océan, qui va être piloté par la vie, piloté par la physique, par la chimie du carbone. Et je reviendrai sur le rôle de l'écosystème marin dans ces échanges de CO2 et des inquiétudes qu'on a sur l'évolution de l'écosystème marin en réponse au changement climatique qui pourrait rétroagir sur l'efficacité de l'océan à absorber du carbone. Alors j'en viens maintenant aux écosystèmes marins, avec encore une fois quelques ordres de grandeur que vous connaissez peut-être déjà. Cette publication là dans PNAS il y a quelques années, en 2018, est intéressante. C'est une des premières publications qui fait le point sur les biomasses des différents taxons, mais aussi des biomasses qu'on va trouver dans les différents milieux à l'échelle de la planète. Et c'est intéressant de noter qu'on parle beaucoup des écosystèmes terrestres, on parle aussi des écosystèmes marins, mais en termes de biomasse, en termes de quantité de carbone totale qu'on trouve dans les écosystèmes, il y en a une part beaucoup plus importante côté continental. De l'ordre de 500 milliards de tonnes de carbone sont fixées sous forme de matière organique dans les organismes vivants sur les continents. Dans l'océan, la biomasse est beaucoup plus petite. C'est seulement 6 milliards de tonnes de carbone. Donc la biomasse dans les océans, 6 milliards de tonnes de carbone, c'est aussi tout petit par rapport à la quantité totale de carbone qu'on trouve dans l'océan. C'était 40 000. Donc une toute petite biomasse en termes de carbone dans les océans qui est principalement constituée d'organismes planctoniques. Mais deux points qui me semblent intéressants pour aller plus loin que la distribution des biomasses, c'est d'abord le rôle très important de ces écosystèmes marins, malgré leur petite biomasse, dans les flux de carbone, les flux de matière à l'échelle de la planète. Si on s'intéresse à la production primaire nette des écosystèmes et qu'on compare la production primaire nette sur les continents et sur les océans, on a en fait des valeurs qui sont très similaires, de l'ordre de 50 milliards de tonnes de carbone par an. Ça, c'est la production primaire nette des écosystèmes marins, ou des producteurs primaires marins et des producteurs primaires continentaux. Et c'est intéressant de noter que ces deux milieux, qui sont très différents, avec des biomasses très différentes, ont en fait un rôle assez similaire en termes de production de matière organique chaque année. C'est aussi pour ça qu'on dit de temps en temps que la moitié de l'oxygène est produite dans l'océan, c'est parce que vous avez à peu près la même NPP, la même production primaire nette dans l'océan que sur les continents. Évidemment, le fonctionnement est très différent. Comment cette toute petite biomasse peut produire autant? C'est parce que les cellules phytoplanctoniques, elles ont des taux de croissance très élevés, elles sont capables de doubler leur volume en une journée. Et donc, pour une toute petite biomasse, on a une production primaire nette très importante. Une autre caractéristique clé des écosystèmes marins, c'est la distribution des producteurs primaires et secondaires. Si on s'intéresse aux pyramides trophiques, alors très simplifié ici, toujours à partir de cet article de la revue PNAS en 2018, on a des pyramides qui sont très étalées vers le bas côté continental, avec beaucoup plus de biomasse côté des producteurs primaires que des consommateurs. Et dans l'océan, c'est différent. On a, alors à l'échelle globale, c'est encore discuté, une pyramide potentiellement inversée. Dans certaines zones, c'est sûr que les pyramides sont inversées, avec plus de consommateurs, zooplancton et organismes de plus grande taille que de producteurs primaires. Donc des fonctionnements qui sont à la base fondamentalement différents, même si ces deux écosystèmes qui s'opposent pour beaucoup de ces caractéristiques ont des rôles clés assez similaires dans ce transfert du carbone de l'inorganique vers l'organique. Alors, j'ai commencé à parler des écosystèmes marins, du rôle du plancton, du rôle du phytoplancton, qui est capable de fixer du carbone inorganique pour produire de la matière organique. Je termine sur ce rôle clé, je reviens au cycle du carbone, je termine sur ce rôle clé du phytoplancton marin dans le transfert de carbone entre la surface et le fond de l'océan. On parle de pompe biologique de carbone, c'est peut-être des termes que vous avez déjà entendus sans doute. Le phytoplancton, il produit de la matière organique évidemment en surface, là où vous avez de la lumière, et une partie de cette matière organique va quitter la couche de surface sous son propre poids, des particules de matière organique qui vont tomber dans l'océan, se reminéraliser en profondeur. Et ce flux de carbone incessant entre la surface et le fond, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique de carbone. C'est un processus clé
qui explique près de 90% du gradient de carbone entre la surface de l'océan et le fond de l'océan. En fait, on pourrait le dire autrement, hein, sans le phytoplancton, sans la vie marine, une part plus importante du carbone serait en surface de l'océan, et donc on aurait dans l'atmosphère beaucoup plus de CO2 que ce qu'on avait au pré-industriel, avant la perturbation par l'homme. On peut faire des calculs assez simples qui nous montreraient que sans vie marine, on aurait dans l'atmosphère 200 ppm en plus que ce qu'on avait il y a 150 ans. Donc on passerait de 280 à près de 500 ppm. Donc on voit bien le rôle clé de cet écosystème. On voit bien qu'une perturbation de cet écosystème va rétroagir sur le cycle du carbone, sur la capacité de l'océan à retenir le CO2, et donc sur le CO2 atmosphérique et le climat. Voilà pour mon introduction. Le climat change. J'ai parlé un peu des écosystèmes marins dans les grands cycles de la matière, et j'ai discuté aussi en particulier de ces caractéristiques de l'écosystème marin. Donc je vous propose 3 courtes parties. Je reviens sur le rôle de l'océan dans le changement climatique avec quelques chiffres clés. Je vais vous montrer ce qu'on sait des impacts du changement climatique sur l'océan et sur ses écosystèmes. Je mentionnerai rapidement à la fin d'autres menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins. Et puis je terminerai quand même avec quelques-unes des solutions qui sont évoquées aujourd'hui pour ou atténuer le changement climatique ou alors mieux s'adapter au changement climatique. Alors, quel est le rôle de l'océan dans le changement climatique? Encore une fois, quelques chiffres clés. Oui, l'océan absorbe de la chaleur. Je l'ai déjà évoqué, sans vous donner vraiment les ordres de grandeur. Il absorbe une partie du CO2 anthropique, donc émis par les activités humaines. Et de fait, on peut dire que l'océan est un allié dans notre lutte contre le changement climatique. Il limite de façon importante la vitesse à laquelle le changement climatique se met en place. Il limite l'amplitude du dérèglement climatique. Alors d'abord, sur la chaleur, on reste côté physique de l'océan. Vous avez ici une représentation simplifiée de où se trouve l'excès d'énergie qui est dans le système aujourd'hui parce que les gaz à effet de serre augmentent. Et ce que vous voyez ici, c'est que c'est l'océan qui absorbe la majorité de cet excès d'énergie. Seulement 1% de l'excès d'énergie réchauffe l'atmosphère. Donc les 1,1 degrés dont je parlais, c'est 1% de l'excès d'énergie qu'on a aujourd'hui dans le système. Plus de 90% en fait est stocké dans l'océan. Donc pour comprendre la vitesse à laquelle la température de l'air augmente et potentiellement nous impacte, il faut comprendre la quantité d'énergie, la quantité de chaleur stockée par l'océan. Alors on est capable aujourd'hui de faire ce type d'analyse. Ça, c'est une figure du dernier rapport du GIEC qui vous montre justement l'évolution du contenu total d'énergie qu'on a dans le système depuis ici 1970. Et vous avez ici en bleu foncé, en violet et puis en bleu clair les quantités d'énergie qui augmentent dans l'océan, qui sont stockées dans l'océan et qui représentent la très grande majorité de cet excès d'énergie. C'est 90% dont je parlais à l'instant. Et puis vous avez les autres acteurs du système. Donc en orange, le fait que les premières couches du sol se réchauffent. En blanc ici, en gris, c'est la fonte des glaces continentales qui consomme aussi une partie de cet excès d'énergie. Et puis ici, en brun tout en bas, c'est la quantité de cet excès d'énergie qu'on trouve dans l'atmosphère. Et donc on voit bien que si on veut suivre le changement climatique, on peut mesurer les températures de l'air, mais pour suivre le changement climatique, il faut s'intéresser à l'océan et mesurer la quantité d'énergie qu'on trouve dans l'océan. En absorbant une part importante de l'énergie, évidemment, l'océan ralentit la vitesse de l'augmentation des températures de l'atmosphère. Alors comment est-ce qu'on sait tout ça? Quand on mesure les températures de surface, j'ai parlé de stations météo. Quand on veut mesurer la quantité d'énergie stockée dans l'océan, c'est plus compliqué parce qu'il vous faut mesurer la température en 3 dimensions dans l'océan, chaque année. Alors on est capable, depuis un certain nombre de décennies, de compiler toute une série de campagnes océanographiques où les scientifiques ont été capables, avec des instruments de mesure de la température, des instruments qui permettent d'aller chercher de l'eau à différentes profondeurs, d'aller mesurer cette température un peu partout, depuis la fin du 19e siècle. Ici, vous avez une rosette avec des bouteilles qui prélèvent de l'eau et sur ces instruments qu'on fait descendre jusqu'au fond de l'océan, on mesure la température. Et donc, en compilant toutes ces campagnes océanographiques, on a une reconstruction de la température en 3D de l'océan, avec beaucoup de trous et énormément d'incertitudes, évidemment. Depuis une vingtaine d'années, vous devez sans doute connaître ce réseau Argo. Je sais que beaucoup de classes travaillent avec le réseau Argo. On peut adopter un flotteur, suivre un flotteur dans le temps. Et donc, on a à peu près 4000 flotteurs aujourd'hui répartis sur l'ensemble de la planète qui, en temps réel, mesurent la température. Ces flotteurs, ils sont capables de descendre en profondeur jusqu'à 2000 mètres, certains jusqu'à 4000 mètres. Ils mesurent la température, ils remontent en surface, ils sont poussés par les courants marins et ils transmettent leurs informations par satellite. Et grâce à l'ensemble de ces données,
on est capable de reconstruire la température en 3D de l'océan et donc de recalculer la quantité d'énergie. C'est un outil pédagogique génial. On peut parler du changement climatique, de l'augmentation de température, on peut parler des courants marins en suivant un flotteur, en particulier avec sa classe. Et donc, évidemment, je recommande à ceux qui peuvent de vous intéresser à ces données-là et de collaborer avec les équipes qui s'intéressent et qui mettent à disposition de classe ces données-là. Un autre point intéressant, je reviens sur les écosystèmes marins, vous le verrez, ils seront impactés par le changement climatique, mais certains organismes marins nous aident à collecter des données. On peut parler des éléphants de mer, et en particulier des éléphants de mer océanographes. Il y a une équipe française, en particulier à Chizé, qui travaille sur ce projet-là. Alors il y a d'autres équipes dans le monde. L'idée de cette équipe-là, c'était, je reviens sur la carte précédente, il y a beaucoup de zones, en Antarctique ici, ou en Arctique, où on n'a pas de données grâce aux bouées, parce que vous avez de la glace de mer, de la banquise, et donc les bouées, quand elles veulent remonter et transmettre leurs données par satellite, ça n'est pas possible. Et donc c'est des données où le scientifique est aveugle finalement. Et donc on a utilisé les mammifères marins qui, pour certains d'entre eux, vont sous la glace, dans des endroits où on n'irait pas mettre de bouée, sont capables de plonger très profondément et mesurent la température, et on est capable de récupérer ces données comme on le fait pour les bouées Argo. Donc on complète le réseau Argo avec ces données qui viennent de mammifères marins. Vous voyez ici l'incroyable nombre de données récupérées par ces organismes marins dans le sud de l'océan austral. Voilà, donc grâce à ces données-là, on est capable de reconstruire la température de l'océan, à comprendre les échanges d'énergie entre l'océan et l'atmosphère, et donc à expliquer en partie l'hétérogénéité de cette évolution temporelle de la température. Je vous donne juste un exemple. Entre 1998 et 2010, la température de l'air a été relativement stable. On a eu en 1998 une année exceptionnellement chaude. Il y avait un événement El Niño à cette époque-là. Et puis ensuite, pendant 10 ans, la température a peu augmenté. C'est des données qui ont été utilisées par les climato-sceptiques pour remettre en cause l'existence du réchauffement. Ils ont dit, regardez, les climatologues se trompent, la température n'augmente plus. Et en fait, on peut comprendre ces épisodes par des échanges plus ou moins intenses d'énergie avec l'océan. Pendant 10 ans, si l'océan absorbe plus de chaleur que d'habitude, parce que les courants marins ont changé, parce que la stratification de l'océan est un peu différente, la température va augmenter moins vite, et la température de l'air pourrait être même à peu près stable quelques années, et puis ensuite ça redémarre, et aujourd'hui on est plutôt dans une phase d'accélération avec des records de température battus en 2020 et très vraisemblablement en 2023. Deuxième point clé dans le rôle de l'océan dans le changement climatique, c'est le fait qu'il absorbe du carbone. Je vous redonne les grands ordres de grandeur. Pour l'énergie, c'est 90% de l'excès d'énergie qui va dans l'océan. Pour le carbone anthropique, c'est à peu près 25% de nos émissions qui sont absorbées chaque année par l'océan. C'est de l'ordre de 2,5 milliards de tonnes de carbone qui sont absorbées sous forme de CO2 par l'océan. Et ce puits de carbone océanique, il a été incroyablement stable depuis 1750. Vous avez ici un bilan du carbone depuis 1750. En positif, vous retrouvez les sources de carbone, donc liées à la combustion des énergies fossiles, liées à la déforestation. Et puis vous avez ici en négatif ce que devient ce carbone. Et donc en vert, c'est ce qui s'accumule dans la biosphère continentale. En bleu ciel, c'est ce qui s'accumule dans l'atmosphère et qui est responsable en grande partie de l'augmentation de l'effet de serre. Et puis en bleu foncé, c'est ce qui rentre dans l'océan. Et donc en absorbant une part importante de nos émissions de carbone, là encore, l'océan ralentit la vitesse à laquelle le changement climatique se développe. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est capable aujourd'hui de mesurer ce flux de carbone à l'interface air-mer. Alors c'est compliqué, il y a des endroits où il sort, des endroits où il rentre, mais en compilant et en agrégeant ces données de CO2, on est capable d'estimer ce puits de carbone et donc de fabriquer le bilan que je vous ai montré auparavant. Ce que je vous montre ici, c'est que finalement, cette augmentation du puits de carbone, on parle souvent du rôle de la biologie, mais je vais m'en éloigner un tout petit peu. Cette augmentation du puits de carbone dans l'océan, elle est principalement liée à des processus physico-chimiques. C'est parce que le CO2 augmente plus vite dans l'atmosphère que dans l'océan de surface qu'on a une différence de pression partielle de CO2 et donc un flux net de CO2 de l'atmosphère vers l'océan. C'est ça le mécanisme principal qui explique le puits de carbone de l'océan. Ensuite, une fois que le CO2 est dans l'océan, il va réagir avec des molécules d'eau, donner des ions bicarbonate, être absorbé par le phytoplancton, être transporté en profondeur. Mais le mécanisme principal, il est physico-chimique pour le puits de carbone océanique. Très différent de ce qui se passe pour la biosphère continentale, où le mécanisme principal qui explique le fait que la biosphère continentale est un puits de carbone, c'est la fertilisation des plantes
terrestre par l'augmentation du CO2 principalement, des plans de C3. Pardon. Alors quand on s'intéresse aux zones où ce carbone anthropique est stocké dans l'océan, vous les retrouvez ici. Donc ça, c'est l'intégrale sur la verticale, sur toute la colonne d'eau, de la quantité de carbone additionnelle, comme on peut le faire sur la chaleur. Ici, on le fait sur le carbone. Et vous retrouvez beaucoup de carbone dans l'Atlantique Nord, donc un puits de carbone très important, et aussi beaucoup de carbone dans l'océan austral. Et donc ces zones sont des puits de carbone importants parce que c'est des zones froides, donc une solubilité élevée. C'est aussi des zones où les eaux de surface vont être mélangées rapidement avec les eaux profondes. Et donc ça va permettre d'emmener du carbone en profondeur. Voilà. Et donc ici, vous avez un petit résumé de ce que j'ai essayé de vous dire. Les écosystèmes marins, ils sont clés pour piloter le cycle naturel du carbone dans l'océan. C'est eux qui sont responsables du gradient naturel de carbone dans l'océan. Mais par contre, le puits de carbone aujourd'hui, le puits de carbone anthropique, il est principalement piloté par des processus physico-chimiques. Ça ne sera peut-être pas vrai dans les années qui viennent. Si l'écosystème marin est fondamentalement, fortement impacté par le changement climatique, on pourrait avoir des rétroactions du changement climatique sur l'écosystème marin qui pourrait impacter le puits de carbone océanique. Quelques éléments maintenant sur les impacts. D'abord sur la physique, très rapidement, et puis ensuite sur les écosystèmes. Donc oui, le changement climatique modifie, vous l'avez vu, les propriétés physiques, chimiques et biologiques de l'océan. Et je vous montrerai aussi quelques projections pour les prochaines décennies, telles que rapportées dans le dernier rapport du GIEC. Alors d'abord sur les températures, on l'a déjà dit tout à l'heure. Ici, vous avez la température globale, mais cette fois-ci séparée entre les températures de surface continentale en rouge et les températures de surface de l'océan. Donc comme vous l'aviez deviné sur la carte, la petite animation que je vous ai montrée au départ, l'océan se réchauffe moins vite, il se réchauffe néanmoins de façon importante. Aujourd'hui, la température de surface de l'océan, c'est à peu près 0,9 degrés en plus par rapport au pré-industriel. Sur les continents, c'est 1,6 degrés. Cette augmentation de température de l'océan, elle est responsable en partie d'une augmentation du niveau des mers, en partie parce que l'augmentation du niveau des mers est aussi causée par la fonte des glaces continentales. Voilà ce que dit le dernier rapport du GIEC, à peu près 20 cm de plus en moyenne depuis 1901. Vous avez ici cette courbe qui vous montre l'accélération de l'augmentation du niveau des mers. On est quasiment à 4 mm d'augmentation par an avec des impacts très forts sur les zones côtières et sur les écosystèmes côtiers, dont on parlera un tout petit peu par ailleurs. Et puis enfin, toujours pour les écosystèmes, deux autres facteurs très importants qui vont affecter la distribution des écosystèmes dans les régions polaires. C'est la fonte de la glace de mer, en particulier en Arctique, avec, vous le voyez ici, une figure du dernier rapport du GIEC qui vous montre qu'en été, on prend le mois de septembre, c'est le minimum de glace en Arctique. On a depuis à peu près 1980 perdu quasiment la moitié de la surface de banquise en été. On est passé de l'ordre de 8-10 millions de kilomètres carrés à peu près 5 millions de kilomètres carrés. Et donc ça va complètement modifier l'écosystème arctique avec des zones où il y a plus de lumière parce qu'il y a moins de glace et puis un effet négatif sur toutes les espèces qui dépendent fortement de la glace. Et puis une dernière modification de l'habitat qui est liée cette fois-ci à la chimie de l'eau de mer et à l'acidification dont je n'ai pas encore parlé, mais dont vous parlez peut-être avec vos élèves. C'est le fait que l'océan absorbe du CO2, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le CO2 augmente moins vite dans l'atmosphère. La mauvaise nouvelle, c'est que le CO2 est un acide faible, ou étant un acide faible. Ça conduit à une baisse du pH. Et ce que dit le dernier rapport du GIEC ici, ce que disent nos recherches, c'est que ce pH, il a diminué d'à peu près 0,1 unité depuis le pré-industriel. C'est quand même 30% en plus d'ion H+. Et c'est une modification fondamentale de la chimie avec des impacts très forts, en particulier sur toutes les espèces calcifiantes. Donc les coraux dont on a déjà parlé, mais aussi des espèces microscopiques, du phytoplancton calcifiant comme les coccolithophoridés, du zooplancton calcifiant comme les ptéropodes, les foraminifères, etc., etc. Donc oui, l'océan se réchauffe, la physique de l'océan change, on a un océan qui est plus stratifié, on a un océan plus acide, on a aussi un océan avec moins d'oxygène, et donc tous ces facteurs vont impacter fortement la distribution des écosystèmes. Je vous montre d'abord un exemple très classique de modification d'aire de répartition de certains organismes marins. Alors très classique parce qu'on est dans cette région du monde, on a à disposition des données qui datent des années 50, grâce à nos collègues anglais qui ont mené des campagnes répétées tous les ans dans la même zone, en prélevant des échantillons d'eau de mer et en analysant la composition du zooplancton en particulier dans cette zone-là. Et ils se sont intéressés à ce groupe zooplanctonique critique dans les chaînes alimentaires océaniques, c'est les copépodes, c'est les tout petits crustacés
qui sont clés parce que c'est un maillon essentiel qui permet d'alimenter les organismes de plus grande taille et qui va consommer des grandes cellules phytoplanctoniques. Et il y a plein d'espèces de copépodes. Et ce qu'ont montré ces collègues français qui travaillent à la station marine de Wimereux ici, c'est qu'en analysant les données depuis 1958 ici, alors ici on s'arrête en 2005, dans ce papier important de 2009, ils ont montré un déplacement de toutes ces aires de répartition. Les espèces tempérées d'eau chaude, on les voit de plus en plus au nord, elles étaient dans le golfe de Gascogne dans les années 50, 60, 70. On les retrouve ensuite en mer d'Iroise et même au nord des îles de la Grande-Bretagne. Et donc ce qu'on voit ici sur les copépodes, on le voit aussi sur beaucoup d'autres espèces. Ces déplacements, ces migrations vers les pôles sont importantes dans le milieu marin. C'est la première caractéristique de l'impact du changement climatique sur le milieu marin. Une migration, des niches thermiques évidemment, et des espèces. Ce que dit le rapport du GIEC, c'est qu'il donne un certain nombre d'éléments quantitatifs sur la vitesse à laquelle les populations, les organismes marins migrent vers les pôles. À peu près 50 km par décennie en surface, ça va très vite. 30 km par décennie pour les organismes qui vivent sur le fond, les organismes benthiques. Et ce qu'ont montré un certain nombre d'études scientifiques, c'est qu'il y a une très forte corrélation entre ce déplacement des organismes marins dont je viens de parler, qu'on est capable de documenter dans certains cas, même si c'est difficile, qu'il faut des séries temporelles longues, et puis une donnée physique qu'on appelle la vitesse climatique. Certains d'entre vous l'ont peut-être utilisé sur les continents pour expliquer les déplacements de populations de papillons. On utilise aussi souvent cet indicateur, la vitesse climatique. La vitesse climatique, c'est juste un ratio entre la vitesse à laquelle une zone se réchauffe, donc en degrés par décennie par exemple, et le gradient thermique horizontal. Donc si vous êtes dans une zone où le gradient thermique horizontal est très faible et que vous avez un réchauffement donné, ça va se déplacer très vite, parce qu'il faut que votre espèce se déplace beaucoup pour rester dans la même niche thermique. Et donc c'est ce que vous avez ici, c'est les vitesses climatiques sur les dernières décennies, où on voit qu'en particulier dans les tropiques, comme vous avez des gradients thermiques assez plats, les espèces doivent se déplacer beaucoup pour rester dans la même niche thermique. Il y a des zones où les gradients thermiques sont plus faibles et donc les vitesses climatiques sont plus faibles. Donc c'est intéressant, ça montre que les espèces, elles sont impactées par la vitesse à laquelle le réchauffement a lieu, des degrés par an, par décennie, mais aussi par la distribution des températures dans le monde naturel, parce que c'est ça qui va dicter la vitesse à laquelle les espèces doivent se déplacer pour rester dans une même niche thermique. Je parle de température moyenne, de vitesse climatique, mais évidemment, un des éléments clés de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes marins, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est les événements extrêmes. Et depuis une dizaine d'années, il y a une explosion du nombre d'études sur ces événements extrêmes. On parle de canicules marines ou de vagues de chaleur marine, qui sont définies comme sur les continents. On prend la distribution de la température et on va regarder les 10% ou le % des jours où la température est la plus élevée. Et quand on atteint ce seuil de température, on définit une canicule marine. Dans l'océan, les canicules marines ont des caractéristiques clés. C'est souvent des épisodes qui peuvent durer longtemps, 1 mois, 2 mois, 1 an dans certains cas. C'est des épisodes qui sont en amplitude un peu moins fort que sur les continents parce que la gamme de température est moins étendue dans l'océan. Mais c'est des épisodes qui vont avoir beaucoup d'impact parce qu'ils affectent des organismes qui ont l'habitude de rester dans des températures plutôt stables. Je vous parle de 2 exemples. La première qui a été bien documentée, c'est la canicule marine en Méditerranée en 2003, qui était la voisine de la canicule qu'on a subie sur les continents. Et puis le deuxième exemple clé, c'est ce qui s'est passé dans le Pacifique Nord-Est. Entre 2013 et 2015, on a quasiment eu 2 années de canicule marine. Les scientifiques ont appelé ça « the blob ». Et donc on a énormément d'études pour étudier la façon dont cette canicule a affecté les organismes marins. Des impacts sur les macroalgues côtières, des impacts sur les mammifères marins de la région, des impacts sur les stocks de poissons et sur la pêche. Et donc c'est comme un mini-laboratoire qui nous permet d'envisager comment le changement climatique, via ces événements extrêmes, pourrait affecter l'écosystème marin au cours des prochaines décennies. Alors quelques mots sur les projections maintenant. Et je vais essayer d'aller jusqu'aux écosystèmes marins en vous montrant ce qu'on sait ou ce qu'on est capable de projeter sur le lien entre changement climatique, fonctionnement de l'écosystème marin et puis services écosystémiques. Alors comment on fait ? On fait comme pour le climat de façon générale. On utilise d'abord des modèles climatiques dont vous parlez sans doute avec vos élèves. Les 2 éléments, modèle climatique et puis des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ici, c'est des scénarios d'émissions de CO2 avec des émissions élevées dans un cas, et puis dans le cas bleu ici, des
des émissions qui baissent très fortement. C'est en bleu le seul scénario qui nous permettrait d'atteindre la limite des 2 degrés fixée dans l'accord de Paris. Et donc dans ces modèles-là, on représente évidemment le monde physique, température, de l'océan, de l'atmosphère, le cycle de l'eau, les courants marins, les vents dans l'atmosphère, mais on représente aussi le cycle du carbone et les écosystèmes. De façon simplifiée, certes, mais on les représente. Et donc on est capable d'évaluer, de projeter l'évolution potentielle ici de la température de surface et en bas du pH, donc de l'acidité, pour 2 scénarios distincts. Ici, c'est le scénario rouge où les émissions continuent à augmenter, et puis ici, vous avez le scénario où les émissions baissent fortement. Et donc, ce qu'on est capable de montrer ici, c'est que quand vous atteignez la fin du siècle, 2000, vous voyez, alors on recommence au début ici, 2015, 20, si on se projette à la fin du siècle, on a en fonction des scénarios des mondes complètement différents pour l'océan, avec, dans le cas d'émissions importantes, des températures de surface jusqu'à 4 ou 5 degrés plus élevées que le pré-industriel, et une baisse du pH qui pourrait aller jusqu'à moins 0,4 localement, et donc ça c'est une modification très importante de la chimie de l'eau de mer. Si on est capable d'atténuer les émissions, évidemment on va atténuer l'augmentation de température, c'est ce que vous voyez ici en haut à droite, et on va aussi atténuer l'évolution du pH en surface de l'océan. Voilà les mêmes données dans le dernier rapport du GIEC, les différents scénarios d'évolution de température et les différents scénarios d'évolution du pH. Et donc à partir de ces éléments, à partir de ce que nous disent les modèles, on est capable de travailler sur l'évolution de la banquise, l'évolution du niveau des mers, l'évolution du potentiel de pêche, dont je vais parler dans un instant, et puis l'évolution de la distribution des récifs coralliens. Et je vais me concentrer sur ces 2 choses-là, le potentiel de pêche et les récifs coralliens, pour vous donner 2 exemples de ce qu'on est capable de faire avec les outils dont on dispose actuellement. Alors je commence par l'impact sur la pêche. Mais pour parler de l'impact sur la pêche, on va s'intéresser à la pêche à l'échelle globale. On va commencer par s'intéresser à l'impact du changement climatique sur le phytoplancton, sur la production primaire. Vous savez, c'est 50 milliards de tonnes de carbone de production primaire nette qui sont réalisées chaque année par le phytoplancton. Le premier point dont je n'ai pas encore parlé, c'est quel est l'élément le plus limitant de la production du phytoplancton. C'est des éléments nutritifs, en particulier les nitrates et les phosphates, qui sont amenés dans l'océan de surface par les courants marins ou par le mélange entre les eaux de surface et les eaux de fond. Et donc ce qu'on observe aujourd'hui, ce qu'on est capable de projeter pour les prochaines décennies, c'est une baisse de cette alimentation en éléments nutritifs de la couche de surface de l'océan. Pourquoi c'est le cas ? C'est parce qu'on a un océan qui est de plus en plus stratifié. Alors pourquoi il est de plus en plus stratifié ? Il est de plus en plus stratifié parce que vous avez un océan de surface qui se réchauffe plus vite que l'océan de subsurface. Donc on augmente le gradient de température entre la surface et la subsurface. Si on augmente le gradient de température, on augmente le gradient de densité. Et donc il y a moins d'échanges, ou les échanges sont plus difficiles entre la surface et le fond. Et donc ce que projettent nos modèles, c'est une baisse de la quantité d'éléments nutritifs qui arrivent en surface de l'océan avec le changement climatique. Ça, c'est lié à la stratification de l'océan, c'est aussi lié au ralentissement de la ventilation marine, au ralentissement de la circulation thermohaline dont vous avez déjà parlé. Donc c'est ça qu'on a, un océan plus stratifié qui conduit à une diminution de l'abondance des éléments nutritifs et donc à une diminution de la production du phytoplancton. Difficile à observer parce qu'on a peu de données, mais c'est ce que projettent nos modèles. Une baisse jusqu'à 20% de la production primaire nette dans l'océan en raison de cette stratification de l'océan. Et donc ça impacte fortement toute la chaîne alimentaire, du phyto au zooplancton et puis aux organismes de plus grande taille. Et donc là, vous avez une figure du rapport spécial du GIEC sur l'océan qui vous montre dans les zones, dans les ZEE, donc dans les zones économiques exclusives mondiales, en rouge, des baisses du potentiel de pêche en 2080-2099, ici, jusqu'à 10, 15, 25% en lien avec ce changement climatique. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce que disent les modèles, ce que disent les projections, c'est une baisse importante dans les zones tropicales et subtropicales. C'est les endroits où le phytoplancton est limité par l'abondance en éléments nutritifs. Par contre, dans d'autres zones, ici, dans l'océan Arctique, on a au contraire une augmentation du potentiel de pêche. Pourquoi ? Parce qu'on simule une augmentation de la productivité du phytoplancton et parce que c'est des zones où vous avez moins de glace de mer, et donc plus de lumière, et c'est des endroits où le phytoplancton est plutôt limité par la lumière. Donc une évolution très contrastée de la production primaire du phytoplancton et donc de l'impact sur la pêche. Sur les coraux, le futur est sans doute beaucoup plus sombre.
parce qu'ils sont menacés par deux épisodes ou deux phénomènes concomitants. D'abord par l'augmentation de température et la multiplication de ces vagues de chaleur marine, avec ces épisodes de blanchissement qui conduisent à la mort de l'organisme ensuite. Et puis, en plus de la température, les coraux sont aussi affectés par l'acidification, avec une fragilisation, une baisse de la biodiversité corallienne en lien avec la baisse du pH. Et donc, quand on tient compte de ces deux facteurs, l'augmentation des températures et la baisse du pH, ce que disent les spécialistes, c'est qu'on pourrait perdre à 1,5 degré jusqu'à 70% des récifs coralliens, donc ça c'est quasiment demain, et à 2 degrés, on pourrait perdre jusqu'à 99% des récifs coralliens. Encore beaucoup de questions sur les récifs coralliens. Est-ce qu'on tient compte correctement de la capacité d'adaptation de ces organismes ? Est-ce qu'on tient compte correctement de la diversité génétique de ces organismes dans certains récifs coralliens ? Donc il y a encore pas mal d'incertitudes, mais ça fait vraiment partie des écosystèmes les plus menacés par le changement climatique. Donc voilà un résumé dans une publication d'il y a quelques années, mais qui est reprise dans le dernier rapport du GIEC, qui vous montre, vous ne le voyez pas tellement ici, donc ça c'est l'augmentation des températures et la baisse du pH sur la droite pour différents scénarios, et ici vous avez une série d'organismes ou de types d'écosystèmes marins et la façon dont ils sont affectés. On parle de certains écosystèmes affectés de façon plus importante que les autres, les coraux ici évidemment, les poissons et le potentiel de pêche, et puis les organismes calcifiants comme les ptéropodes et les bivalves qui pourraient être parmi les plus impactés. Je vais peut-être très rapidement vous montrer que, en plus de ces impacts du changement climatique, les écosystèmes marins sont soumis à d'autres menaces. Vous les connaissez toutes, mais je me permets de vous redonner quelques grands chiffres pour qu'on ait en tête écosystèmes marins, changement climatique et les autres menaces. Parce que quand on parlera de solutions, vous verrez que beaucoup de ces solutions s'attaquent aux autres menaces, ce qui permettrait peut-être de rendre les écosystèmes marins plus résilients. La pêche, évidemment, affecte les écosystèmes marins, cette fois-ci des organismes de grande taille. Vous avez peut-être en tête ces trajectoires d'évolution des stocks pêchés, des prises depuis 1950, avec une très forte augmentation. Et ce qu'on voit depuis les années 90, ici en bleu, c'est une stagnation des prises de pêche, remplacée en grande partie par l'aquaculture. Et cette stagnation des prises de pêche, je ne sais pas si vous aviez ça en tête, mais elle est étonnante parce que l'effort de pêche, lui, continue à augmenter. On va pêcher plus loin, plus profond, avec des bateaux plus puissants et des techniques plus efficaces. Et pourtant, les prises restent stables. Et ça s'explique évidemment par l'effondrement d'un grand nombre de stocks. C'est l'exemple emblématique du stock du cabillaud, de la morue dans l'Atlantique Nord-Ouest qui s'est effondré dans les années 70-80. Il y a eu depuis un moratoire sur cette espèce dans cette zone-là, mais malgré le moratoire, les stocks ne sont pas du tout revenus à l'état dans lequel ils étaient. Donc c'est vraiment une autre menace qui pèse sur l'écosystème, mais cette fois-ci qui s'attaque à l'autre bout de la chaîne alimentaire. Et donc là, vous avez l'état des stocks à l'échelle de la planète depuis 1974, avec aujourd'hui près de 25% des stocks qui ont été surexploités et qui sont dans un état difficile, avec seulement très peu de stocks qui ne sont pas exploités au niveau où ils pourraient l'être peut-être. Je termine avec deux autres grandes menaces qui pèsent sur l'écosystème, la pollution de façon générale et la pollution plastique. Là, il y a des choses intéressantes aussi à faire avec les élèves. Sur la pollution plastique, on commence à avoir des documents et des données qui nous montrent où les concentrations de plastique sont les plus élevées dans le Pacifique Nord, et on peut faire le lien avec les courants océaniques de façon assez facile. Et on peut aussi discuter de l'impact sur les organismes, ici sur un cachalot. Et puis enfin, le dernier élément dont je veux parler, c'est l'eutrophisation marine. Donc c'est l'augmentation des apports d'éléments nutritifs en zone côtière et ces phénomènes d'algues vertes, de marées vertes en Bretagne, ou alors en lien avec les sargasses dans les Caraïbes et ici en Guadeloupe en 2015. Donc ça, c'est ce qu'on voit et ce dont on parle souvent quand on parle d'eutrophisation. Ce dont on parle moins, c'est l'augmentation des zones mortes en zone côtière. Ces algues, elles vont évidemment bloomer parce que vous avez plus d'éléments nutritifs, mais ensuite cette matière organique va se dégrader, consommer de l'oxygène. Et donc on a depuis quelques années une multiplication des zones mortes en zone côtière, et donc des émissions par exemple de soufre, etc., etc. Le tableau est bien sombre, mais je termine quand même avec quelques éléments plus positifs sur l'océan, partie de la solution. Alors d'abord, évidemment, de façon très générale,
Si on veut atténuer le changement climatique et l'acidification, il faut s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre anthropiques, à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. Et malgré le peu de progrès, c'est vers là qu'il faut continuer à aller avec la nouvelle COP qui s'ouvre la semaine prochaine. Et je vous rappelle les objectifs de l'accord de Paris, plus 1,5, plus 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Quand on s'intéresse aux écosystèmes marins, oui, il faut au maximum atténuer le changement climatique, mais on a aussi beaucoup d'autres leviers sur lesquels jouer. Sur la surpêche, par exemple, avec la mise en place de quotas dans certaines zones, sur la pollution, avec la réduction de la pollution plastique. Très dur de nettoyer l'océan du plastique, nettement plus facile sans doute de limiter la quantité de plastique qui va jusqu'à l'océan. Et pour ça, on a des solutions plus locales, régionales, avec la mise en place de quotas, c'est ce que je disais tout à l'heure, de régulation, mais aussi la création d'aires marines protégées ou de zones marines protégées. Et dans ce cadre-là, on peut voir un certain nombre de progrès avec une augmentation forte de la couverture au niveau mondial de ces aires marines protégées. Alors, beaucoup de discussions, vous connaissez peut-être l'objectif, en 2030, l'objectif c'est d'avoir 30% de la surface océanique couverte par des aires marines protégées. Beaucoup de discussions encore, quel est le statut de ces aires marines protégées, quel est le degré de protection, parce que si vous avez une aire marine protégée mais qu'on peut continuer à pêcher au chalut, on peut discuter du terme de protection ou protégé, mais beaucoup d'éléments sur les aires marines protégées dont vous pouvez évidemment parler avec vos élèves quand on discute de solutions. Deux derniers points, l'océan c'est aussi une solution absolument incroyable pour aller chercher de l'énergie. J'ai parlé de l'océan machine thermique. Parce que c'est une machine thermique et que l'océan contient beaucoup d'énergie, vous avez aussi beaucoup d'énergie à aller chercher dans l'océan. Alors les éoliennes offshore, évidemment, on ne va pas chercher l'énergie dans l'océan, mais on utilise le fait que les vents sont importants et stables au-dessus de l'océan pour récupérer de l'énergie. Et puis l'hydrolienne, l'énergie des marées, l'énergie thermique des mers. Il y a un certain nombre de projets, mais ça va sans doute trop lentement. Alors, pour en partie de bonnes raisons, c'est que pour chacun de ces projets, il faut correctement travailler sur les impacts environnementaux potentiels avant de se lancer à plus grande échelle. Et puis je termine avec des projets plus discutables dont on voit monter petit à petit le débat. C'est toutes ces technologies de capture du carbone et de stockage dans l'océan. Et je veux vous parler très rapidement de deux de ces projets peut-être qui ont le vent en poupe avec des financements importants ces dernières années, surtout dans les pays anglo-saxons, mais ça commence en France, où on utiliserait les écosystèmes marins comme un puits de carbone artificiel. Donc il y a des sociétés, des scientifiques qui réfléchissent à cultiver des macroalgues en pleine mer pour absorber du carbone et ensuite envoyer cette matière organique au fond de l'océan. Il y a des scientifiques qui ont réfléchi depuis longtemps à fertiliser l'océan de surface avec du fer pour multiplier la production du phytoplancton. Ça, c'est peut-être un projet dont vous aviez entendu parler. Et puis on réfléchit aussi à des projets plus chimiques de changer l'alcalinité de l'eau de mer en ajoutant du matériel alcalin pour rendre l'océan capable d'absorber plus de CO2. Donc beaucoup de discussions sur ces projets-là. Vous verrez monter ces débats ces prochaines années. Et je pense que, professeurs de SVT et nous, scientifiques, on doit rester prudents et on doit être capable d'expliquer la science qu'il y a derrière, les limites de ces différentes technologies. Et je termine avec juste la couverture de cet ouvrage du CNRS qui fait un point très générique sur l'océan, toutes les thématiques de l'océan. Et c'est pas très poussé, mais ça vous donne une porte d'entrée ensuite vers du matériel plus précis. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Il y a certainement des questions. En tout cas, il y a plein de sujets pour le grand oral. Alors, je ne vois pas. Il y a une question là-bas au fond. Il y en a une à gauche aussi. Alors, qui va être le premier à avoir un micro? Il y a une course entre Annick et Gilbert. Alors, c'est Annick qui a gagné. Bonjour. Bonjour, merci pour votre conférence qui est très intéressante. Et puis, on va essayer d'être optimiste. Je suis un peu étonnée que vous n'ayez pas parlé dans les risques annexes de la pellicule d'huile à la surface des océans, liée au dégazage et puis au fret maritime. Oui, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. C'était déjà beaucoup. Oui, jugez-vous que c'est négligeable ou c'est vraiment un risque?
Vous parlez du fret maritime de façon générale, c'est ça? Oui, puis des dégazages et de la pellicule d'huile à la surface des océans qui en découlent. Donc localement, régionalement, on a montré que ça avait des effets importants. Alors à l'échelle globale, sur le fonctionnement de l'écosystème marin à l'échelle globale, je suis moins convaincu de cet effet-là. Je peux dire deux choses quand même sur le fret maritime. Vous avez peut-être vu ça dans les débats sur les températures de la dernière année. Il y a la mise en place de régulations importantes avec une diminution des émissions de soufre par le fret maritime. Donc le fuel utilisé est beaucoup moins sale qu'il ne l'était il y a quelques années. Donc ça, c'est un progrès, je pense, parce qu'en plus du dégazage en mer, les bateaux émettaient du CO2 accompagné de beaucoup d'autres polluants qui ensuite se déposaient à l'océan, polluaient les villes portuaires. Et donc il y a des progrès de ce côté-là. Donc oui, ça me semble, c'est une thématique importante, avec des effets locaux, régionaux qui peuvent l'être. Sur ce panorama très global, je ne sais pas si c'est du premier ordre. À droite, voilà, là-haut. Bonjour. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence très instructive qui m'a donné pas mal d'idées pour redynamiser un peu mon cours et le compléter et essayer d'être un petit peu plus optimiste là aussi sur ce genre de thématique. Ma question porte sur l'alternance du statut de puits et de source de carbone de l'océan austral. Sur l'animation que vous aviez présentée, on voit un changement, un passage de puits à un passage de source au mois de juillet, août, septembre. Comment on l'explique? Oui. Donc, si je vous remontre cette petite animation ici, donc là, c'est le flux de CO2 brut mesuré aujourd'hui à l'interface air-mer. D'accord ? Et donc, ce que montre cette animation, c'est surtout des flux naturels. Par-dessus se rajouterait un flux anthropique qui, lui, est positif toujours vers l'océan. D'accord ? Et ce flux naturel, il est piloté par la biologie, par la physique et par la chimie de l'océan. Ce qu'on a dans l'océan austral et ce qu'on a dans l'Atlantique Nord, c'est un cycle saisonnier très fort. Dans ces zones-là, pendant l'été, vous avez le bloom phytoplanctonique qui capture du CO2 et donc vous avez plutôt un puits de carbone. Et pendant l'hiver, au contraire, vous avez une couche de mélange, donc un mélange profond, et donc on fait remonter des eaux qui sont riches en carbone et donc on a plutôt une source de CO2 vers l'atmosphère. Et donc ça, c'est le cycle saisonnier de ce CO2 entre l'atmosphère et l'océan. Ce qui est intéressant, je vous montre juste l'Atlantique Nord ici. Vous voyez, on a un cycle saisonnier en opposition de phase entre les tropiques, où c'est rouge en été, bleu en hiver, et la gyre subpolaire, où c'est l'inverse, c'est rouge en hiver et bleu en été. Pourquoi ? Parce que dans la gyre subpolaire, ça se passe exactement comme je vous l'expliquais, donc plutôt comme l'océan austral, avec un bloom phytoplanctonique pendant l'été, donc un puits de carbone pendant l'été, et au contraire, pendant l'hiver, une remontée des eaux froides, riches en CO2, et donc du CO2 qui est libéré vers l'atmosphère. Dans la gyre subtropicale, il y a moins de phytoplancton, et donc c'est la température qui va piloter le cycle saisonnier. L'été, des eaux chaudes, une solubilité faible, et donc du CO2 qui part vers l'atmosphère, et l'hiver, des eaux plus froides, et donc une solubilité plus forte du CO2 qui va de l'atmosphère à l'océan. Donc c'est intéressant parce qu'on peut montrer avec le cycle saisonnier les différents contrôles des échanges de CO2. La température va jouer, solubilité faible ou forte. La physique de l'océan va jouer. Est-ce que j'ai beaucoup de mélanges avec les eaux profondes qui peuvent remonter des eaux riches en CO2? Et la biologie va jouer. Est-ce que j'ai un bloom phytoplanctonique, une consommation de CO2, une baisse du CO2 dans l'océan et donc un puits de CO2 qui vient de l'atmosphère? Très bien. Juste à côté, une autre question, là-haut. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Je sais que les diaporamas seront disponibles sur l'ENT de la PBG, mais est-ce qu'on pourrait avoir toutes les animations que vous avez montrées? Parce que souvent, elles sont figées. Et je trouve que pour les montrer en classe avec des élèves de terminale non scientifiques, oui, ça serait parfois plus sympa que les graphiques sur lesquels ils ont du mal à je peux vous les déposer en plus du PDF. Oui. Merci beaucoup. Une question en bas. Vas-y, oui. Bonjour. Au milieu à peu près. J'avais une question par rapport à la dernière diapo avec les technologies de capture du carbone dans l'océan. Savoir pour vous quels sont les véritables risques de ces technologies, si on doit en retenir principalement. Ouais. Donc, le premier risque, avant même de parler de l'océan, c'est qu'évidemment, quand on parle de technologie, le principal risque, c'est de faire moins d'efforts sur la réduction des émissions.
Et donc, à chaque fois, il faut le rappeler, oui, il faut aussi réfléchir à ces technologies ou ces solutions pour capter du carbone, mais elles ne seront utiles que si, avant ça, on a été capable de faire baisser nos émissions. Et donc, jamais ces technologies nous permettront d'absorber 40 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est ce qu'on émet aujourd'hui, 40 milliards de tonnes de CO2. Donc, je pense que c'est le premier risque et c'est le risque qu'il faut rappeler. Et ensuite, on peut discuter de chacune de ces solutions et des effets collatéraux, par exemple, sur l'écosystème océanique. Peut-être je donne 2 exemples. Le premier exemple dont j'ai un tout petit peu parlé, c'est la fertilisation par le fer. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Hein. C'est une solution qui a été évoquée dès la fin des années 80 par un scientifique américain, quand on a réalisé qu'une grande partie de l'océan mondial, ou dans une grande partie de l'océan mondial, le phytoplancton était limité par l'abondance en fer. Et le fer, il a ça d'intéressant que c'est un micronutriment, donc le phytoplancton, il a besoin d'un tout petit peu de fer. Donc il suffit de rajouter des quantités assez faibles de fer pour générer un bloom phytoplanctonique. Dans les années 90, début des années 2000, il y a eu toute une série d'expériences en pleine mer, pilotées par des scientifiques, qui ont tenté ces expériences en ajoutant du fer, jusqu'à 1, 2, je crois 6 tonnes de fer, et ils ont suivi les blooms phytoplanctoniques générés, et on voyait effectivement qu'une partie du carbone était absorbée par le phytoplancton et donc par l'océan. Suite à ces expériences dans les années 2000, vous avez eu 2 mouvements. D'abord, plein de startups qui se sont montées, qui ont levé des fonds, qui ont commencé à vendre l'idée de pouvoir prélever du carbone dans l'océan en fertilisant l'océan par le fer, en déposant des brevets, par exemple. Donc il y a eu une course dans cette direction-là. Et en même temps, il y a eu plus de science. Et ce plus de science a montré plusieurs choses. On a pu collectivement montrer que c'était beaucoup moins efficace que ce qu'on pensait, parce qu'une grande partie du carbone fixé par le phytoplancton, au moment du bloom, il est recyclé dans la couche de surface et donc il retourne dans l'atmosphère quelques mois plus tard. Et ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il y avait des effets importants sur l'écosystème qui étaient difficiles à monitorer et qui allaient être compliqués à gérer. Je vous donne un exemple. Si j'ajoute du fer dans l'océan austral et que j'ai plus de phytoplancton dans l'océan austral, je vais avoir une partie de la matière organique qui va plonger dans l'océan profond et qui va emmener le fer ajouté, mais aussi des nitrates et des phosphates qui sont présents naturellement. Ces nitrates et ces phosphates dans l'océan austral, ils sont abondants, mais ensuite ces masses d'eau, elles vont, depuis l'océan austral, alimenter les zones subtropicales où les écosystèmes, le phytoplancton, a besoin des nitrates et des phosphates. Et donc on a pu montrer que si on fertilise l'océan austral, on peut se retrouver avec moins de production, par exemple dans l'upwelling du Chili-Pérou, et moins de pêche. Et donc des effets à très longue distance, difficiles à prévoir et sans doute très difficiles à gérer. Donc peu efficaces, avec des effets collatéraux qui peuvent être importants sur l'écosystème marin. Ça, c'est ce qui se dit sur le fer. Donc le fer, ça a été mis de côté, même si on voit ressurgir cette technologie de temps en temps. Les 2 technologies de capture du carbone qui ont, entre guillemets, le vent en poupe en ce moment pour l'océan, c'est la cultivation des macroalgues. Pourquoi ? Parce que c'est des organismes qui poussent très très vite. Certaines espèces, vous savez, elles peuvent grandir sur quasiment une centaine de mètres, avec des vitesses incroyables, et donc capter beaucoup de carbone. Mais ensuite, si on est capable de faire ça, où est-ce qu'on met le carbone ? Où est-ce qu'on met la biomasse ? Et là aussi, un des effets collatéraux, si vous envoyez la biomasse au fond de l'océan, à des milliers de mètres de profondeur, vous allez consommer de l'oxygène au moment de la reminéralisation, peut-être créer des zones anoxiques, avec un impact sur les écosystèmes qui sont présents à cet endroit-là. Donc il y a aussi beaucoup de questions sur les macroalgues. Et enfin, la dernière solution qui est envisagée aujourd'hui, c'est l'ajout d'alcalinité à l'océan. Ça peut se faire de 2 façons différentes, ou de façon électrochimique, ou alors en ajoutant du matériel alcalin. Et là, ce que vous connaissez, c'est l'altération des silicates. Donc je prends de la péridotite ou des basaltes, je broie, j'ajoute la poudre à l'océan, et quand ces particules vont se dissoudre, ça va consommer du CO2. C'est un peu comme d'accélérer ce processus naturel, qui est le processus naturel qui élimine le CO2 sur les longues échelles de temps que vous connaissez bien. Et donc ça se discute aussi. Il y a pas mal d'argent sur ces thématiques-là, mais il y a aussi beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Quel est l'impact sur le vivant ? Parce que quand vous ajoutez des péridotites broyées, vous allez ajouter des éléments traces, des métaux peut-être toxiques, vous changez la lumière, enfin bon, voilà, donc beaucoup de questions aussi. Une question en bas, à droite. Oui, bonjour. J'ai une question concernant ces zones qui refroidissent à certains endroits. Apparemment, c'est le Pacifique et l'Atlantique Nord. Est-ce qu'on a une explication à ces refroidissements et est-ce que ça peut du coup fragiliser aussi tous les modèles climatiques et les projections ? Ouais. Si c'est... Ouais, alors ce qu'on a vu sur la carte, c'était juste l'année 2013, parce que ça se terminait comme ça. Donc ça, c'était des zones froides cette année-là. Mais si on regarde vraiment
la moyenne du réchauffement sur 100 ans, et c'est ça qu'il faut regarder. Ça se réchauffe quasiment partout, sauf dans l'Atlantique Nord. Il y a une zone au sud du Groenland qu'on appelle le trou bleu, ou blue hole, ou warming hole en anglais. Et puis dans l'océan Antarctique, il y a des zones qui se réchauffent quasiment pas, ou très peu. Et on est capable de l'expliquer, on est même capable de le reproduire avec les modèles climatiques, ça. Dans l'Atlantique Nord en particulier, je vais peut-être juste expliquer ça, c'est parce que la convection profonde, donc la formation d'eau profonde, est modifiée, sans doute à la fois sa localisation et son intensité, que ça rétroagit sur les températures de surface et ça peut conduire à un refroidissement. Et donc c'est vraiment les modifications de la circulation océanique qui vont rétroagir sur la température de surface et localement conduire à potentiellement un refroidissement. C'est ce qu'on voit dans l'Atlantique Nord, ça. C'est reproduit dans les modèles de climat et donc ça donne aussi confiance dans ce qu'on est capable de projeter pour les prochaines décennies. Une question tout en haut, au milieu à peu près. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais juste citer 2 ressources, peut-être que les collègues connaissent déjà, mais qui peuvent prolonger en classe beaucoup de ce que vous nous avez dit. C'est des ressources de l'OCE qui s'appellent Changement climatique et terres émergées et Océan et cryosphère, avec des ressources vraiment très très intéressantes et des activités clés en main, mais très très réfléchies et vraiment riches. Voilà. Et juste pour dire un mot de ces ressources-là, donc l'IPCC a sorti son rapport d'évaluation ces 2 dernières années, et il y avait eu avant ça 2 rapports spéciaux. J'ai parlé du rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, il y a eu un rapport spécial sur les terres émergées, donc l'OCE s'est appuyé sur ces rapports spéciaux pour en faire des outils absolument géniaux pour les enseignants. Donc oui, merci pour cette mention. Une question à droite, et je pense que ce sera la dernière de ce que je vois, oui. Vous nous avez parlé du cycle du carbone avec surtout du CO2. On sait que sur Terre, on a une forte libération avec la fonte des pergélisols de méthane. Et est-ce qu'on observe des phénomènes similaires avec la fonte des glaces et donc la libération de méthane océanique? Oui, il y a eu beaucoup de débats sur cette question-là. Il y a aussi beaucoup de débats sur le permafrost ou le pergélisol, sur les émissions de méthane. Donc un petit mot sur ce qui se passe dans l'océan, et puis ensuite sur le méthane de façon générale. Donc, dans l'océan, il y a finalement 2 sources potentielles de méthane. Il y a d'abord ce qu'on appelle le subsea permafrost. Donc ça, c'est du carbone organique continental qui a été submergé au moment de la montée du niveau des océans au cours de la déglaciation, 120 mètres de montée. Donc il y a aussi du permafrost dans l'océan, en zone côtière, qu'on appelle le subsea permafrost. Et donc on se pose les mêmes questions que pour le permafrost continental. Il y a des scientifiques qui travaillent sur ces zones-là et qui montrent potentiellement plus d'émissions de méthane. C'est pas facile de savoir ce que ça vaut vraiment quand on intègre à l'échelle de la planète. Et puis ensuite, il y a d'autres questions sur du méthane bien plus profond, sur les clatrates de méthane, qui sont stockés dans le sédiment océanique à grande profondeur marine, mais aussi à grande profondeur dans le sédiment. Et vous en avez peut-être entendu parler, c'est un des mécanismes qui aurait pu expliquer certaines des phases très chaudes du passé lointain, le PETM par exemple, Paléocène, Éocène thermal maximum, il y a 55 millions d'années, cette déstabilisation des clatrates océaniques. Et là, le consensus, c'est que plutôt sur des siècles, en tout cas, il y a peu de risques, même très très peu de risques, qu'il y ait une source potentielle importante de méthane qui vienne des clatrates. Ils sont très profonds, il faudrait que la pression change beaucoup ou que la température de l'eau de mer dans le fond change beaucoup, et puis ensuite, il faut quand même beaucoup de temps de diffusion dans le sédiment pour que ça vienne déstabiliser les clatrates. Donc c'est plutôt ça le consensus marin, même si sur des époques de temps très longues, ça a pu ou ça a dû jouer un rôle important. Et sur le méthane de façon générale, oui, on parle beaucoup de la bombe méthane du pergélisol permafrost. Ce que dit le dernier rapport du GIEC, c'est que c'est significatif, mais c'est sans doute pas de premier ordre pour piloter le changement climatique au cours des prochaines décennies. Il y a des seuils locaux qui sont franchis petit à petit, mais il n'y a pas un moment où tout le pergélisol ou tout le permafrost va se mettre à dégager le méthane. Donc oui, c'est un processus important dont les modèles commencent à tenir compte, mais qui ne semble pas être le processus primordial. Merci pour votre intervention et la réponse aux différentes questions.